La personne te signale et arrive à désactiver ton site alors que c'est lui qui a copié. Comment j'ai évité de peu de recevoir une amende de plus de 300 000 euros. Donc, amende numéro 1, 50 000 euros d'amende. Parce que oui, sur ton header, t'as mis ça. En à peine 1 heure, je me suis mangé des têtes rouges de tous les côtés, des commentaires de tous les côtés. J'avais jamais eu autant d'interactions sur une publicité de ma vie. Bon les gars, dans cette vidéo, ça sera une vidéo confession. Bien évidemment, comme vous le savez, il s'en passe des choses dans le business. Et parfois, voilà, on raconte pas forcément les histoires en détail. Et là, j'en profité donc pour le faire. Donc, je vais vous raconter vraiment donc les pires anecdotes que j'ai vécues en dropshipping. En tout cas, ça sera les 6 premières anecdotes que je vais déclarer donc sur YouTube. Notamment, je vais parler de certaines de mes boutiques, des influenceurs avec qui j'ai travaillé, des amendes potentielles que j'ai pu recevoir. Je vais tout vous expliquer en détail afin que vous compreniez aussi donc qu'est-ce qui se passe derrière une personne qui génère plusieurs millions d'euros par an grâce à ses business en e-commerce. Et en plus de ça, j'ai vraiment envie de faire plus de vidéos où je suis en face cam, où juste je parle directement à ma communauté, pas uniquement faire des vidéos voilà, de formation, de challenge, etc. Mais juste être là, tranquille, posé, et je discute voilà, avec les gens qui me kiffent, avec mes abonnés. Comme ça, vous allez en savoir plus donc, sur la niche du dropshipping et aussi comment éviter les erreurs. Parce qu'à chaque fois, je vais vous partager une anecdote, mais je vais aussi vous transmettre la leçon de celle-ci. Avant de démarrer, n'hésitez pas à liker. Si je vois qu'il y a pas mal de likes, que les gens sont là, je ferai une partie 2 très prochainement où j'en dirai encore plus. Maintenant que tout ça est dit, on va démarrer confession intime. Donc j'ai pris des notes histoire que j'oublie rien parce que tous les détails sont importants et il faut vraiment que vous compreniez exactement ce que je dis. Comme c'est le cas pour mes formations et c'est ça la force quand tu sais aussi assez bien t'exprimer, c'est que quand tu dis A, les gens ils comprennent A, c'est pas tu dis A, les gens ils comprennent Z. Et là sur des vidéos comme ça, il faut vraiment que quand je dis A, vous comprenez A. Concernant l'ordre de ces anecdotes, on va y aller tranquille au début, mais quand je vais vous dire déjà la première anecdote, je pense que vous allez me dire mais attends, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter? Et à la fin, je vous raconterai donc la pire anecdote où j'ai échappé de peu à de très gros problèmes. Concernant la première anecdote, je vais vous expliquer comment j'ai perdu plus de 22 000 $ en l'espace de un seul jour à cause de Stripe et des fameux scammers de Dubaï. Oui, vous avez bien entendu. Pour vraiment que tu comprennes cette anecdote, il faut que tu comprennes un petit peu mon background concernant tous les aspects société. Donc moi de base, je me suis lancé en dropshipping donc en 2018. J'ai créé ma micro-entreprise comme je l'explique à chaque fois de le faire. Ensuite, j'ai créé ma société en France sur laquelle j'ai fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Je me suis ensuite expatrié au UK. J'ai vécu pendant 2 ans au Royaume-Uni et donc j'ai créé donc tout ce qui est LTD donc pour avoir ma société au Royaume-Uni donc ce qui est parfaitement normal. Quand j'ai créé ma société au Royaume-Uni donc j'ai recréé tout en partant de zéro. Donc j'ai recréé un compte Stripe, j'ai recréé un compte PayPal, j'ai recréé bien évidemment une société et voilà, ça fait que comme ça je suis clean, je suis propre, je repars de zéro sur un nouveau Stripe et sur un nouveau PayPal. J'ai toujours fait ça. Quand je me suis expatrié au UK, j'ai créé un nouveau compte Stripe, il s'est rien passé, j'ai eu aucun problème. J'ai eu pas mal d'argent qui sont arrivés directement. J'ai montré à Stripe mes documents parce que oui, ils m'ont fait une vérification, mais une vérification, ça veut pas dire que tout de suite ils vont faire des remboursements ou ils vont te pénaliser sur quoi que ce soit. J'ai donné tous mes justificatifs et tout s'est très bien déroulé. Mais le problème, les gars, quand je me suis expatrié à Dubaï, j'ai eu énormément de galères financières. Donc je vais vous expliquer exactement ça consiste en quoi. Le fait que voilà, tu changes de pays, surtout que tu vas à Dubaï. Voilà, quand je m'étais reconnecté sur un de mes comptes bancaires, paf, ils m'ont bloqué et il y avait plusieurs centaines de milliers d'euros sur ce compte-là et j'ai pu récupérer cet argent que 8 mois après. J'ai aussi de l'argent sur un autre compte bancaire qui s'est presque volatilisé et tout ça parce que je me suis expatrié. J'avais aussi avec un partenaire une affiliation où il y avait aussi plus de 100 000 euros qui étaient sur ce compte. Quand j'ai dit que je me suis expatrié à Dubaï, ils m'ont bloqué le compte. Ça m'a pris des mois à récupérer tout cet argent. Mais là, le pire n'est pas là. Quand je me suis expatrié à Dubaï, j'ai fait exactement comme au UK. Donc j'ai recréé une société, donc c'est une free zone. J'ai recréé un compte Stripe, j'ai recréé un compte PayPal, donc tout était carré, tout était bien. Donc les premières semaines, tout se passe bien. J'ai pas mal d'argent qui rentre parce que mes boutiques elles continuent à tourner. Sauf qu'au moment où j'arrive sur le palier donc des 50 000 euros, donc je l'ai dépassé assez vite au bout de quelques semaines. Là, je reçois le fameux message de Stripe qui fait trembler tous les e-commerçants en mode oui, vous avez une vérification, merci de transmettre les documents nécessaires. Donc comme d'habitude, je transmets les documents nécessaires. Dès lors qu'on me demande quelque chose, je le transmets. Et suite à ça, ils me disent oui, votre business n'est pas éligible à notre système et donc votre compte Stripe sera suspendu. Au pire, ça, je me dis c'est pas très grave. J'ai déjà eu des comptes PayPal qui ont été bloqués, ils m'ont suspendu. Dans tous les cas, l'argent est bloqué. Même si je le récupère dans 6 mois, ça me dérange pas. Même si l'argent je le récupère dans 5 ans, dans tous les cas, ça me dérange pas. Là, le problème, c'est qu'il y avait plus de 50 000 euros sur ce compte Stripe et ils ont décidé donc de rembourser tous les clients. Je veux bien que sur les réseaux, on fasse le Bill Gates, etc. On s'en fout de tout. Mais j'avoue, perdre 50 000 euros comme ça bêtement, franchement, ça fout un peu la haine. Suite à ça, je commence à échanger avec Stripe un petit peu, on discute. Et quand je parlais avec eux de manière normale, c'était moi directement qui parlais. On dirait que les réponses qu'ils me donnaient, c'était plus des réponses automatiques, d'un robot, etc. Après, dès lors que j'ai utilisé la corde de l'avocat, parce que oui, moi j'ai un avocat, j'en ai même plusieurs, que je paye au total plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour bien gérer correctement tous mes business. Donc dès lors que c'est lui qui a repris la discussion, là j'ai vu que là ils m'ont parlé concret, peut-être que je vais essayer de vous montrer un petit peu les discussions. Et là c'est vraiment un humain de Stripe qui m'a répondu de manière complète de pourquoi mon compte sera désactivé et pourquoi ils vont rembourser tout le monde. Donc moi le problème c'est même pas que le compte soit désactivé, le problème c'est pourquoi vous allez rembourser 50 000 euros qui est sur le compte alors qu'il n'y a aucun litige, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et eux, ils ont même pas cherché à comprendre. Ils m'ont donné une date butoir. Ils ont dit, voilà, à tel moment, on va rembourser tout le monde de manière progressive. Et là, je suis en train de voir avec mon avocat, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. On a fait une mise en demeure. Je vous mettrai peut-être quelques extraits ici. On précise bien qu'il n'y a aucun litige sur ce compte. Déjà qu'il n'y a aucune raison de me bloquer. Et si en plus vous remboursez tout le monde, là, c'est même des trucs de grave en fait. C'est même au niveau européen, en fait, ils n'ont pas le droit de faire ça. Et je sais que la date butoir de remboursement des 50 000 euros, c'était un 26 du
mois. Je sais plus exactement c'était quel mois. Et là, quand je viens le 27, je me lève et je vois moins 22 000. Si vous voyez un petit peu les chiffres sur Stripe, quand vous avez des résultats, la courbe elle est vers le haut. Et quand vous avez des remboursements, ça va vers le bas. Et là, sur la courbe, tu vois un gros pouf. Et donc là, moins 22 000 $ en un jour. Et là, je vois les gars, le compte, il passe de 50 000 € à 30 000 €. Il y a 22 000 $ qui ont été remboursés en l'espace de un jour. Ce jour-là, les gars, franchement, c'était sans commentaire. Et donc, en gros, la fin de l'histoire, c'est qu'on a fait plusieurs mises en demeure. Ils ont remboursé donc 22 000 $ et j'ai pu récupérer donc les 30 000 $ restants. Ils avaient donc complètement aucune raison de rembourser les 22 000 $ vu qu'ils m'ont rendu les 30 000 $. Ça avait complètement aucun sens. Donc, je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Mais si vous voyez le Trustpilot de Stripe, c'est complètement une catastrophe. Je pense qu'il y a vraiment des gens, je vais pas dire le mot, mais qui ont fait des choses graves à cause de cette plateforme parce que c'est une dinguerie. Mais maintenant, c'est important que vous compreniez exactement ce que je vais dire. C'est pour ça qu'il y a toujours une leçon au niveau de l'anecdote. Donc la leçon concernant cette anecdote, c'est pas que Stripe est foncièrement mauvais parce que moi-même aujourd'hui j'utilise encore Stripe et je vous recommande aussi d'utiliser Stripe. Par contre, la chose que je vous dis, et quand je vous dis ça, c'est pas pour faire bateau, quand je vous dis voilà, créez votre société, mettez en place des mentions légales. Avant de faire votre première vente, il faut que tout soit carré. Quand vous commencez à avoir des résultats, ne scalez pas trop vite parce que si vous commencez à gagner beaucoup d'argent sur un compte Stripe où il y a eu zéro il y a quelques semaines, bien évidemment, c'est un red flag de fou par rapport à Stripe. Donc tout ça pour dire c'est que bien évidemment vous pouvez utiliser Stripe mais dans la condition que vous respectez vraiment tout ce que je vous dis, c'est-à-dire créer une société, mettez en place des mentions légales, allez-y progressivement, ne scalez pas trop vite et si vous vous expatriez à Dubaï, faites encore plus attention et augmentez le budget encore plus doucement. Donc maintenant, deuxième anecdote. Concernant cette anecdote, il va falloir que je cite des noms. Vous inquiétez pas, hein, rien de bien méchant. Moi, je mange pas de ce pain-là, d'attaquer les gens sur les réseaux. C'est pourri, c'est claqué, je ne ferai jamais ça. Mais si je vais être transparent, il faut juste que je cite quand même certaines personnes pour que voilà, que vous compreniez vraiment cette deuxième anecdote. Cette deuxième anecdote, c'est pourquoi Mélanie Martial a mis mon produit en dropshipping à la poubelle. Donc je vais vous expliquer exactement pourquoi et ensuite je donnerai la leçon afin que vous évitez vous aussi d'avoir le même cas que moi. J'ai fait une vidéo récemment où je donnais voilà les meilleures niches sur lesquelles se lancer, notamment en 2024. Et donc j'ai donné pas mal de niches qui étaient très intéressantes, dont des niches où j'ai réalisé plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Concernant cette boutique, je vais vous donner exactement le produit. C'était une boutique qui appartenait à la niche de l'aide à la personne. C'était des chaussettes de compression. Donc je vais vous montrer exactement l'image. C'est la première marque en France en chaussettes de compression. Et avec cette boutique, j'ai pu réaliser plusieurs millions de chiffre d'affaires en e-commerce. Et donc je l'ai fait pas mal via Facebook et je l'ai aussi fait pas mal via les influenceurs. Et avec les influenceurs, j'ai eu pas mal de galères. En gros, quand tu veux travailler avec des influenceurs, l'idée c'est de travailler avec des influenceurs qui sont pertinents et avec lesquels tu pourras avoir de bons résultats. Après, bien évidemment, c'est pas non plus les paris sportifs. Donc l'idée de travailler avec les influenceurs, c'est justement donc de mettre en avant sa marque et de dégager en principe du bénéfice le jour même ou sur le week-end. En tout cas, à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a une stratégie plus de se faire connaître sans regarder la rentabilité immédiate parce que c'est pas non plus des paris sportifs. C'est pas oui, tel influenceur c'est cote à 1,50, l'influenceur c'est cote à 2,50. Ça marche pas comme ça. En gros, au moment où il y avait pas mal de polémiques au niveau du dropshipping, il y avait beaucoup d'influenceurs qui aimaient bien préciser que voilà, moi je ne fais pas de promotion sur des sites en dropshipping. Il y avait beaucoup de gens qui le faisaient et donc elles-mêmes elles le faisaient. Et c'est justement avec ce type de personnes-là qu'on souhaitait travailler parce qu'ils avaient la confiance de leur communauté et de leurs clients et pas travailler avec deux influenceurs qui faisaient des placements de produits 5 fois par jour. C'est pas comme ça que tu vas réussir à vendre. Donc moi déjà avec cette boutique-là, je tournais très bien. Je tournais presque à 20 000 € par jour sur Facebook Ads et bien évidemment, il fallait que je me penche donc sur les influenceurs. J'ai directement contacté son agent, tout s'est bien passé, on a bien discuté. Je leur ai expliqué en quoi ma boutique c'était pas du dropshipping éclaté en mode oui, produit d'AliExpress, etc. Bien sûr qu'à la base, ça partait d'un produit sur AliExpress, mais j'ai fait quand même pas mal de modifications. J'ai des bons délais de livraison, j'ai un bon packaging et j'ai un site qui a été designé par un web designer. Mais maintenant que j'ai dit tout ça, pourquoi mon produit l'a fini à la poubelle alors qu'au final, je l'ai payé à l'époque 3 000 € pour faire un placement sur Instagram. J'ai bien payé, tout s'est bien passé, les contrats ont été signés, rien à signaler. Et maintenant, arrivons au problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les personnes qui font du dropshipping, voilà, si vous travaillez avec les influenceurs, on va mettre en place voilà, un packaging vraiment personnalisé pour l'influenceur avec voilà, une petite carte cadeau, avec son nom, un petit mot, un packaging vraiment qui est très beau, etc. Mais effectivement, c'est pas exactement ce packaging-là que les clients vont recevoir. C'est pas dire que les clients vont recevoir de la merde, mais effectivement, ils vont pas recevoir le packaging qui est présenté par l'influenceur. Ça ne dénature en rien le produit, mais c'est juste que le packaging, il sera un petit peu différent parce que ça peut coûter assez cher à l'unité si on fait ça pour tout le monde. Mais l'idée, c'est qu'on donne voilà, un super packaging à l'influenceur pour que ça donne simplement aux gens envie de l'acheter. Et donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va commander donc des packagings de ce type parce que ça peut prendre plusieurs semaines. Je vais en commander par exemple entre 10 et 20 à chaque fois concernant le produit donné. Comme ça, je sais que si j'ai une dizaine de produits envoyés aux influenceurs, c'est moi directement qui va envoyer les produits avec le packaging spécial et comme ça, je leur envoie, comme ça, tout le monde est content. Le problème, enfin, c'était pas réellement un problème, c'est que le produit fonctionnait très bien et ça fait que justement mon stock de packaging personnalisé, j'en avais plus. En fait, je pensais que j'en avais encore, mais au final, je n'en avais pas. Et ça fait que le placement avec Mélanie approchait. Si je leur transmettais pas le colis, ça allait être de ma faute et j'allais perdre 3 000 € bêtement. Et donc, j'ai parlé avec son manager, j'ai dit ouais, excuse-moi. Là, j'ai un souci avec ma livraison concernant le packaging, avec Mélanie. Est-ce que j'ai la possibilité de vous envoyer le produit via Amazon? Mais vous inquiétez pas, je répète, ce n'est pas du dropshipping, juste parce que moi, j'ai une problématique à ce niveau-là. Donc, le manager, il m'a dit, il était tout OK, il n'y a pas de problème, etc. Donc, après, ils m'ont donné l'adresse du centre d'entraînement donc de Anthony Martial parce qu'à ce moment-là, ils étaient ensemble. Donc, j'ai mis l'adresse
sur Amazon. Le colis a bien été envoyé. Donc elle a reçu le produit et dès lors qu'elle a vu que c'était un colis Amazon, elle a mis ça à la poubelle direct. Elle a même pas cherché à comprendre. Il n'y a pas d'excuse de non, mais j'ai pas de packaging, etc. Donc au moins c'est bien parce qu'elle, vraiment, elle rigole pas avec ça. Donc franchement, Mélanie, bravo. Mais pour moi, ça m'a pénalisé. Mais au final, j'ai pas pu faire la promotion avec elle. Donc parce que j'avais envoyé le colis depuis Amazon et non pas comme je le faisais d'habitude avec un packaging personnalisé comme pour tous les influenceurs. Donc après, au final, ils m'ont quand même remboursé. L'agent, il m'a dit bon, bah dommage et on s'est quitté en bon terme. Donc pas d'histoire, tranquille. Je pense que j'aurais pu être bien rentable avec elle, surtout qu'elle faisait pas de placement en dropshipping. Donc j'aurais pu largement avoir la confiance. Mais dans tous les cas, l'anecdote qui vient juste après, j'ai pu réussir à le faire justement aussi avec un gros influenceur et cette fois-ci, ça s'est bien passé. Mais en tout cas, les gars, la morale de cette deuxième anecdote, c'est que bien évidemment, quand vous travaillez avec un influenceur, envoyez donc le meilleur packaging que vous avez. Vous pouvez mettre en place des packagings personnalisés via ce site-là. Après, bien évidemment, je répète, oui, les clients ne vont pas recevoir exactement ce packaging-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont recevoir un sac poubelle. C'est juste voilà, pour mettre en avant le mieux possible le produit. Et ensuite, le client recevra son packaging voilà, dans un sac à peu près comme ça, ce qui est très suffisant et ça permettra de pouvoir utiliser calmement son produit. Donc déjà, un influenceur, peu importe lequel, envoie systématiquement le produit via un packaging qui est personnalisé avant qu'il puisse aussi bien le montrer. Donc l'idée, c'est pas qu'il fasse un placement de produit uniquement avec le produit en lui-même. Voilà, je montre tout de suite le produit. C'est que voilà, par exemple, j'ai un iPhone, je prends le temps de montrer le packaging, je déballe l'iPhone, etc. Et là, je montre le produit. Donc l'idée, c'est de faire ça. Ça va apporter de la confiance pour les personnes qui vont regarder la vidéo et c'est que bien pour vous. Et ensuite, la deuxième leçon, c'est anticiper toujours un surplus de stock concernant les packaging. Moi, j'avais prévu un nombre précis en termes de packaging. Quand j'ai vu que j'ai pu scaler assez rapidement avec les influenceurs et que j'ai plus de packaging, bah après voilà, je me suis mis en mode débrouillard. Voilà, je prends le risque. Voilà, je t'envoie ça avec Amazon. On aurait pu faire affaire, ça s'est pas fait et tant pis. Mais en tout cas, anticipez toujours. Si vous savez que vous allez contacter 10 influenceurs et vous avez par exemple 10 réponses positives, vous n'allez pas préparer 10 packaging, vous allez en préparer par exemple 15 ou 20. Comme ça, vous avez toujours une marge d'erreur. Donc ça, les gars, c'est concernant la deuxième anecdote. Si les gars, ça vous plaît pour l'instant, n'hésitez pas à liker comme j'ai dit, à vous abonner et à commenter. N'hésitez pas à réagir en commentaire avec mes anecdotes. Comme ça permet qu'on puisse aussi échanger ensemble, qu'on puisse discuter de nos péripéties de manière générale. Bon les gars, on va passer à la troisième anecdote. Je vais vous expliquer exactement comment j'ai pu faire un placement de produit avec Sonia Tev. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui la connaissent. Je sais qu'à l'époque, c'était la numéro 1 en coaching en ligne pour les femmes. Aujourd'hui, je sais pas, je suis pas du tout le contenu. Donc elle aussi, elle faisait partie aussi des personnes qui ne faisaient pas du tout de placement en dropshipping. Donc voilà, elle l'affirmait, elle le disait. J'ai quand même eu la possibilité de faire un placement en dropshipping avec elle. Donc je vais vous expliquer exactement comment j'ai pu le faire. Et je vais vous expliquer aussi les différentes erreurs que j'ai fait par rapport à ce placement. Donc déjà, je vous remets un peu dans le contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces influenceurs-là, j'étais pas en dropshipping, encore une fois, de bas étage, produit AliExpress éclaté. J'étais, on va dire, sur du dropshipping amélioré. En fait, je sais pas comment on peut citer ce dropshipping-là. C'est juste qu'il y a des meilleurs délais de livraison, on a un bon packaging, on a un produit qui est plus ou moins personnalisé, mais en soi qui est retrouvable sur AliExpress. Mais c'est juste que voilà, on a amélioré un petit peu les choses, etc. Après, oui, je sais qu'aujourd'hui, vous le voyez sur les réseaux sociaux, on invente des noms pour expliquer qu'est-ce que c'est ce dropshipping-là. En fait, c'est un dropshipping entre le dropshipping AliExpress pourri et avoir une vraie marque e-commerce. Et en soi, j'en étais là. Ça veut dire que les gens, ils vont stéréotyper, c'est plus ou moins du dropshipping parce que oui, en soi, le produit, tu peux le trouver sur AliExpress. C'est juste que tu as tout amélioré et tu as quand même mis en place certains leviers qui fait qu'il y a quand même des différenciations par rapport à AliExpress. Bref, l'idée, c'est qu'avec ce produit-là, donc je tournais bien avec Facebook Ads. Comme j'ai dit, c'était des chaussettes de compression. Pareil, je peux vous montrer certaines vidéos. Si j'arrive à les retrouver, que j'ai faites avec Sonia Tev ou même d'autres influenceurs, même Rim Renon, d'ailleurs, elle habitait pas loin de mon quartier. J'ai pu lui transmettre le produit en présentiel. Il y a pas mal d'influenceurs d'ailleurs que j'ai pu rencontrer dans le cadre justement de placement de produits. Et donc en gros, je tournais à peu près à 20 000 € par jour sur Facebook Ads. Mais en fait, le site, c'était un site un peu vision dropshipping clé en main. C'est-à-dire que Facebook Ads, de mon avis, en fait, je trouve que on n'a pas besoin d'avoir un site voilà, qui est ultra magnifique, ultra optimisé. Alors que quand tu es avec les influenceurs, là, tu as vraiment besoin d'avoir un site qui est ultra magnifique, ultra optimisé. Avec Facebook, j'aimais pas trop faire des changements. C'est-à-dire que quand j'ai un truc qui fonctionne bien, je vais pas trop changer les choses. Parce que par exemple, quand tu vas changer un adset, tu vas augmenter le budget ou un truc comme ça, des fois ton compte il va sauter. Ou des fois sur un des produits, j'avais changé le thème et en changeant le thème, après tous mes résultats ils ont craché. Mais en fait, c'était pas du tout à cause du thème, c'est juste parce que le produit n'était pas assez bon et que les créatives n'étaient pas bonnes. Et après, je me suis mis justement cette fausse croyance que ouais, en fonction du thème, en fait, je peux avoir des résultats et tout. J'ai créé un site par rapport à Facebook, donc le site que j'avais sur lequel je tournais, et j'ai créé un autre site via Instagram pour bien que les personnes avec qui je vais travailler en influenceur puissent pas voir un peu le site. C'est pas un site éclaté, mais c'est vraiment un site clé en main. En mode, le design n'est pas incroyable, mais ça convertit très bien sur Facebook. Et donc, j'ai créé un deuxième site. J'ai juste changé rapidement le nom de domaine. J'avais 2 sites différents pour le même produit et ça m'a porté problème. Donc là, je fais le placement avec Sonia Tev. Je parle aussi avec son manager, donc je parlais pas directement avec elle. Elle aussi, je l'ai payé 3 000 €. Le premier week-end, j'ai réalisé plusieurs dizaines de milliers d'euros donc de chiffre d'affaires. Donc elle, j'étais très rentable. Déjà, elle faisait pas beaucoup de placements de produits et en plus, elle faisait encore moins des placements en dropshipping. Moi, bien évidemment, avec le tact, etc., je leur ai expliqué, je leur ai montré mon site, société, etc. C'est pas un dropshipper de bas étage, donc ils m'ont laissé faire le placement et tout s'est très bien passé. En soi, j'étais un petit peu stressé après cette promotion, pas parce que j'ai pas fait de chiffre, parce qu'au contraire, j'en avais fait, mais en fait, j'attendais d'avoir des retours, en fait, d'avoir des réactions. Parce que je me suis dit, bon, j'ai bien été rentable, mais si demain il y a une galère, je sais pas, sa communauté commence à dire oui, c'est du dropshipping, c'est du dropshipping, c'est du dropshipping, ça y est, t'es cuit, tu peux avoir des problèmes, ou tu peux ne plus faire de placement avec eux, etc., etc. J'attends, les jours passent, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Plusieurs jours passent. En soi, je livrais les clients en l'espace de quelques jours, hein. En 3 à 4 jours, je livrais déjà les clients. J'ai plus le retour de la part du manager. Donc moi, je me dis, bon, j'espère que tout va bien, il n'y a rien qui se passe. Je lui envoie un message, je lui dis, ça va, tout va bien, rien à signaler, rien à me dire. Il me dit, non, non, tout va bien. Après, je dis, ouais, ça va, les clients sont satisfaits et tout. Il me dit, oui, oui, Sonia, elle a reçu des bons retours et tout, rien à signaler, etc. Donc moi, je dis, ah, ok, bon, bah nickel. Et je dis, bon, bah, dans ce cas-là, c'est comment on fait pour faire un prochain placement? Et ils m'ont dit, bah, pareil, nickel, le projet, elle l'avait déjà. Et là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai payé pour plusieurs placements. C'est-à-dire que j'avais payé le prix donc, de 3 000 € à l'unité. Et là, j'avais payé pour 3 placements. Donc, ça me coûtait moins cher que le fait de prendre un par un. Donc, j'ai décidé de faire ça. À chaque fois, j'étais rentable avec elle. Le problème, c'est que quand tu fais un placement de produit avec un influenceur qui est dans la sauce, donc c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Vu que j'avais réussi à avoir Sonia Tev et 2 influenceurs connus, c'était plus facile d'avoir des influenceurs un peu plus bas. Et c'était le cas de la personne que je ne peux pas citer. Et donc, à cause de cet influenceur, donc tout de suite, sa commu, c'était en mode dropshipping et tout parce qu'elle avait déjà des problèmes par rapport à ça. Ensuite, c'est là où ça commence à avoir des pas signal arnaque. Alors que j'ai fait plus d'1 million avec Facebook, avec ce produit, aucun signal arnaque. Et après, il y a quoi comme histoire? Oui, il y a 2 sites différents. Oui, nanani, nanana. Et ça m'a porté énormément de préjudice par la suite. Mais après cette marque-là, donc j'ai revendu la base email, j'ai fait pas mal d'argent avec. Et maintenant, l'histoire est terminée. Mais en gros, la leçon de cette anecdote, c'est que les gars, faut pas être trop matrixé par rapport au fait que oui, est-ce que je prends un thème gratuit? Est-ce que je prends un thème payant? Est-ce que si je sens ça sur mon site, est-ce que tout va se détruire? Il faut que je fasse un site pour Facebook, il faut que je fasse un site pour Instagram, un site pour TikTok. Ça, c'est n'importe quoi, c'est des faux raisonnements. Ne faites surtout pas ça parce que ça va vous porter préjudice. Faites un seul site et si votre produit ne marche pas, c'est pas parce que vous avez un thème gratuit ou parce que vous avez un thème payant, peu importe. C'est le produit et les créatives et les arguments marketing qui sont le plus important. Comment vous allez vous placer face à la concurrence, comment vous allez communiquer avec votre marché, c'est ça qui est de plus important. Et c'est pas le fait d'avoir un thème pour Facebook ou un thème pour Instagram. Tout ça, c'est faux et c'est l'erreur que j'ai faite et ça m'a posé quelques problèmes. La 4e anecdote, c'est éviter de vendre des produits liés à la religion ou à la politique sur le marché français. Donc oui, vous avez bien entendu. Donc je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qui m'est arrivé. En gros, la stratégie qui est un petit peu donnée sur les réseaux sociaux concernant le dropshipping, c'est regarder voilà les produits et les niches qui fonctionnent aux US. Il y a par exemple ce produit-là qui fonctionne bien aux USA et je vais l'importer directement en France. Donc cette règle-là, elle fonctionne oui et non. Parce que le problème, c'est que bien évidemment, on sait très bien qu'on a quand même des cultures et des mœurs qui sont différentes. Par exemple, la politique ou la religion aux États-Unis, c'est vraiment des sujets sur lesquels ils sont très libres d'en parler et c'est réellement un business là-bas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'aux États-Unis il y a des élections, il y a toujours plein de produits donc à l'effigie des personnes qui souhaitent être élues. Et par exemple, sur des produits de religion, il y a aussi beaucoup de produits qui se vendent notamment sur la niche de religion. Et ensuite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, est-ce que j'essaie de vendre un produit sur la politique ou la religion et tout? Je me suis dit, en vrai, pourquoi pas essayer? On verra ce que ça va donner. Ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis chrétien, j'ai vu un petit peu sur la veille concurrentielle, j'ai vu qu'il y avait pas mal de sortes Jésus, tout ça qui se vendait très bien aux États-Unis et aussi la niche des musulmans. C'est une niche qui fonctionne très bien aussi aux States. Il y a pas mal de produits qui se vendent très bien. J'ai créé un site par rapport à la religion chrétienne où je mettais en avant justement un t-shirt qui avait très bien fonctionné aux USA, mais qui malheureusement m'a apporté quelques problèmes en France. Et je me souviens que j'ai commencé à lancer des ads sur Facebook. En à peine 1 heure, je me suis mangé des têtes rouges de tous les côtés, des commentaires de tous les côtés. J'avais jamais eu autant d'interactions sur une publicité de ma vie uniquement à cause d'un produit en religion. Le truc, c'est que quand tu fais de la publicité sur Facebook, tu peux pas cibler la religion d'une personne. Tu peux pas dire oui, je vais cibler les chrétiens ou oui, je vais cibler les musulmans. Tu peux essayer de cibler des intérêts que les chrétiens aiment ou que les musulmans aiment, mais tu peux pas dire oui, je cible les musulmans ou autre. Donc, le fait que tu peux pas faire ça, forcément, ça fait que tu vas cibler pas mal de personnes, surtout au début parce que le pixel ne connaît pas encore bien l'avatar client. Ça fait que je me suis fait défoncer. J'avais des coûts publicitaires qui étaient super hauts. Je me suis dit tout de suite, c'est même pas la peine. Bon, on va arrêter de vendre ça en France. C'est peine perdue. Mais au moins, j'ai essayé. Donc, c'est en essayant que maintenant, je sais que je ne vendrai pas ça personnellement. Après, je pense qu'il y a quand même une solution par rapport à ça. Si, par exemple, vous souhaitez vraiment vendre des produits dans la niche de la religion, ça serait plus d'utiliser donc de l'organique avec TikTok. Donc, par exemple, vous allez faire des TikTok par rapport à une religion donnée, que ce soit par exemple la religion musulmane. Si vous faites en sorte de mettre en avant, par exemple, des TikTok concernant X ou Y religion, après, potentiellement, on peut aussi mettre en avant un produit et il y a des gens qui vont l'acheter. Sauf que là, vu que c'est du trafic organique, c'est les gens qui vont naturellement venir vers vous et pas l'inverse avec les ads où, entre guillemets, on agresse un peu les gens. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, moi, je conseillerais plus de partir sur TikTok. Et je sais que justement, j'ai déjà eu des DM de gens qui souhaitaient vendre des produits par rapport à la religion. Pour ce cas-là, exceptionnellement, je conseillerais plus de partir sur TikTok et vous ferez du trafic organique plutôt que faire des ads. La leçon de cette histoire, c'est que c'est pas systématique que forcément un produit ou une niche aux States va fonctionner forcément en France parce qu'on a des mœurs qui sont différents. Si vous souhaitez vous lancer sur une niche comme la religion ou la politique par exemple en France, ça serait mieux de le faire via de l'organique plutôt que les ads parce que ça sera très agressif et vos publicités vous coûteront très cher. Et enfin, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que pour vous, quelqu'un qui est dans une religion, est-ce que c'est bien de faire du commerce par rapport à cette religion? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Après, ça répond à un besoin. Forcément, il y a des gens qui s'identifient à telle ou telle religion et qui ont besoin d'avoir des produits de celui-ci. Donc, dites-moi un petit peu si faire du dropshipping sur de la religion, c'est problématique. Donc, j'espère que vous arrivez à suivre. Donc là, il y a déjà pas mal d'informations qui ont été données. Il reste encore 2 anecdotes. Si vous kiffez ce genre de concept où je parle en face cam, où je me livre de manière transparente, où je vous dis les choses. Donc là, c'est de manière transparente. N'hésitez pas à me le faire savoir. Comme ça, je pourrais faire une suite concernant ce type de vidéo. L'anecdote suivante, c'est comment un concurrent m'a menacé de porter plainte
après avoir copié mon produit. Donc les gars, je vais vous expliquer ça calmement. En dropshipping, c'est souvent donc les mêmes produits qui fonctionnent. Donc ça fait ce qui est complètement normal, c'est que par exemple, quand vous avez un produit qui est gagnant, ben souvent vous avez directement un ou plusieurs concurrents qui vont vous recopier. Par exemple, sur tous les produits en dropshipping que j'ai eu, il y a toujours eu au bout de plusieurs mois, donc au moins 5 ou 6 concurrents donc sur le même marché qui me copient. Ça fait que c'est toujours très compliqué parce que quand les gens ils vont voir des publicités sur Facebook, ils vont pas se dire ah oui mais ça c'est telle marque, ça c'est telle marque. Ils vont juste voir le produit alors qu'il y a 5 marques différentes qui ont présenté ce produit-là. Ils vont dire ah non mais c'est de l'arnaque parce que par exemple ils ont été arnaqués par une marque qui vendait ce produit. Donc si par exemple moi comme j'ai expliqué je vendais des chaussettes de compression, s'il y avait une autre personne sur Facebook qui vendait ces chaussettes de compression, ils allaient pas dire ah oui non mais cette marque là elle est bien et l'autre marque elle est mauvaise. Ils allaient juste dire si c'était fait arnaquer par une autre marque et s'ils voyaient ma marque aujourd'hui, ils allaient dire bon ben voilà c'est un arnaqueur parce qu'ils voient exactement le même produit. Donc ça fait que parfois la concurrence est un petit peu compliquée parce que quand vous avez une concurrence qui fait pas forcément bien les choses, forcément ça va vous pénaliser vous aussi. Et donc pour pallier à la concurrence, c'est différentes choses. Donc forcément tu peux éteindre le concurrent en balançant énormément de budget. Donc moi c'est ce que j'aime bien faire. Donc ça c'est la manière on va dire normale et la manière légale on va dire. Après il y a aussi un autre moyen qu'il y a beaucoup de dropshippers qui font, c'est souvent de faire des menaces et des avertissements auprès des concurrents. Ce qu'il faut savoir c'est que quand vous utilisez la plateforme de Shopify ou même d'autres plateformes en ligne, vous avez la possibilité donc si vous signalez Shopify que quelqu'un a copié votre site, de directement supprimer le site. Donc ça s'appelle de se faire DMCA. Mais parfois le problème avec Shopify c'est que parfois le site ça vient de toi d'abord, mais c'est la personne qui te menace et en plus la personne te signale et arrive à désactiver ton site alors que c'est lui qui a copié. Donc ça c'est quelque chose qui m'était arrivé. Donc sur un produit où j'étais le premier à vendre ça sur le marché français, je vais porter plainte, arrête de vendre ce produit, nanani nanana, alors que c'est pas son produit. Le produit il est sur AliExpress dans tous les cas donc tu peux même pas discuter. Et vu que moi je suis un peu un ancien voilà dans le game du drop, mais moi je m'en fous de recevoir cet email là, je sais très bien qu'il va rien se passer et que même s'il se passerait quelque chose, j'avais des documents pour prouver que cette boutique venait bien de moi et que c'est moi qui ai commencé. Mais forcément un débutant qui part de zéro, qui vient à peine de se lancer, qui trouve son premier produit gagnant, s'il reçoit un email d'avertissement et tout, ça peut rapidement faire peur. Et il y a des gens, je suis sûr à 100%, ils ont coupé leur publicité juste après avoir reçu un petit email qui fait peur. Donc ça les gars, vous laissez pas avoir, même si vous avez un concurrent qui essaie un peu de vous faire peur et tout, si vraiment vous savez que vous ne l'avez pas copié, il n'y a aucune raison que vous ayez des problèmes par la suite. Après maintenant, le fait de se faire supprimer sa boutique alors que vous n'avez pas copié, ce que vous devriez faire, c'est qu'il faut absolument que vous puissiez déclarer votre marque. À partir du moment où vous avez des bons résultats, vous pouvez déclarer votre marque et tout l'aspect intellectuel de votre marque directement à l'INPI. Ça permet de déclarer que voilà, vous avez bien cette marque, elle appartient à telle société ou à telle personne individuelle. Comme ça, vous n'aurez plus de problème à ce niveau-là. Et parfois, même si vous aurez des problèmes à ce niveau-là, que quelqu'un vous signale, votre boutique est désactivée, que vous avez des documents officiels que la marque vous appartient. Pareil au niveau des créatives, il y a des gens qui vont vous signaler sur Facebook en disant que voilà, vous avez copié, etc. Et vous allez vous faire bannir. Mais en montrant que c'est bien votre marque, vous avez déjà une société, comme j'ai déjà expliqué, que vous êtes déclaré auprès de l'INPI, que cette marque-là vous appartient, vous pouvez plus facilement vous faire débloquer. Moi, c'est un cas que j'ai déjà eu et ça m'a permis justement d'éviter tous ces problèmes-là. Et donc maintenant, je vais vous expliquer la nana anecdote, comment j'ai évité de peu de recevoir une amende de plus de 300 000 € de la part de la DGCRF. Je vais vous expliquer exactement comment les choses se sont passées, comment j'ai discuté avec eux et quelle est la leçon à retenir concernant cette anecdote. Donc là, je vais lire un petit peu pour pas me tromper. Donc c'est la DGCCRF. Donc c'est un organisme de l'État français qui contrôle le respect du code de la consommation. Bien évidemment, ils vérifient aussi les boutiques en dropshipping, en e-commerce ou peu importe. Donc ça fait partie de leur rôle de vérifier qu'il n'y a pas d'arnaque, de messages trompeurs, etc. Ils sont là pour ça et c'est très bien. Et donc un jour, tout se passe bien pour moi. Je suis tranquille dans ma vie de londonien. Je reçois une lettre très formelle justement de la part de cet organisme qui explique voilà tout ce qui ne va pas concernant mon site et qui vont préciser aussi les amendes potentielles. Si j'arrive à retrouver le document, je vais essayer de le montrer ici. Sinon, croyez-moi tout simplement. Donc amende numéro 1, 50 000 € d'amende parce que oui, sur ton header, t'as mis ça. 100 000 € d'amende parce que là, t'as fait ça. 200 000 € d'amende, donc laisse tomber. Quand vous recevez un document comme ça, par exemple de la DGCRF et qui vont analyser votre site en dropshipping, forcément, vous allez faire des fautes, forcément, vous allez faire des erreurs. Et ce qu'ils font justement avec ce genre de documents, et même la France en fait, et même l'administration de manière générale, à chaque fois que vous commettez une faute, ils vont toujours vous présenter donc l'amende maximale que vous pouvez avoir concernant ce délit. Tu peux avoir un site en dropshipping où, je sais pas, il va te manquer la FAQ, il va te manquer un petit truc, et au final, tu vois que tu peux avoir potentiellement une amende de 1 million d'euros. Et donc moi, c'était un petit peu ça. Le contrôle, il s'est pas fait par rapport au produit en lui-même, c'était vraiment uniquement par rapport au site. Et par rapport au site, il y avait certaines choses qui manquaient. Donc notamment, j'ai pas mis le numéro de téléphone dans mes mentions légales. Donc ça, ils m'ont demandé de le rajouter. Il manquait aussi le fait de préciser les délais de livraison donc sur la fiche produit. Donc ça aussi, je le mettais pas, mais il faut le mettre. Les délais de livraison, en fait, il faut les afficher quelque part. Donc, que ce soit sur la fiche produit, mettre en place une FAQ ou autre, vous êtes obligé de préciser les délais de livraison avant que la personne achète. Donc ça, c'est une obligation. Donc ceci, il manquait. Ensuite, il y avait aussi un autre point, c'est que le produit que je vendais, il manquait davantage de caractéristiques concernant le produit. Si par exemple, vous vendez une robe, je sais pas, qui est en telle matière, il faut que vous puissiez préciser donc la matière, etc. Donc là, c'était pas forcément le cas. Enfin, si ça l'était, mais c'était pas suffisant selon eux. Et donc, ils m'ont demandé aussi de faire ces modifications-là. Ils m'ont tout expliqué donc dans un document qui était bien précis, bien clair, que j'ai reçu directement depuis Londres. Et suite à ça, c'était pas non plus des trucs impossibles à changer. En soi, en une journée, je pouvais le changer, mais ça fait toujours un petit peu peur quand tu reçois un peu des lettres comme ça et que tu vois des amendes de 300 000, 400 000, 500 000 euros. Ça fait toujours un petit peu peur. Mais comme je dis, c'est les amendes maximales et c'est pas ce qui va arriver dans la vraie vie. Mais dès lors que vous êtes amené à recevoir donc ce genre de choses, il faut directement prendre contact avec l'organisme concerné. Et donc
Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris contact avec eux par email. On a fixé un rendez-vous téléphonique. Donc j'ai discuté, j'étais à Londres à ce moment-là. J'ai discuté avec une personne qui travaille justement dans cet organisme et tout s'est très très bien passé. Genre, elle était super gentille. Vraiment, limite, elle avait une voix douce en mode, elle me dit, ne t'inquiète pas. Juste voilà, fais ce qu'on te dit, voilà, tu modifies ça, tu modifies ça. Et moi, je suis en mode, ouais, bah, je savais pas, nanani, nanana. Elle me dit, voilà, bah, juste, voilà, fais les modifications qu'on t'a demandé et ça va s'arrêter là. Et en soi, j'ai même pas reçu d'amende ou autre, il s'est rien passé. Elle m'a juste dit, voilà, fais les modifications et comme ça, on est bon. La leçon concernant cette histoire, c'est bien évidemment, lorsque vous recevez une lettre par rapport à votre activité en dropshipping au niveau de l'administration, bien évidemment, il faut que vous puissiez y répondre parce que le fait de ne pas répondre, ça causera davantage de problèmes. Et c'est pas parce que, par exemple, vous avez un contrôle de la DGCCRF que forcément vous avez fait quelque chose de mal, en tout cas concernant cet organisme. Il faut savoir que je connais pas mal d'amis qui ont aussi réalisé donc plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce et qui ont été donc contrôlés donc via la DGCCRF, qui sont allés directement sur place en face à face. C'est-à-dire qu'il y a la personne en face de toi et il t'explique que voilà, il y a ça qui est sur ton site, il y a ça, ou potentiellement il y a une cliente qui a porté plainte et voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, mais si tu réponds calmement et que tu soumets donc les différentes preuves, il n'y aura aucune histoire. Mais c'est pour dire aussi que forcément, à un moment donné, quand on commence à générer pas mal d'argent, c'est normal qu'on puisse subir ce genre de situation. Après, il y en a qui ont un petit peu moins de chance, qui génèrent très peu et directement, ils ont un truc comme ça. Mais ça fait partie de la vie. Dans tous les cas, faut pas avoir peur. Si vous faites des choses de manière éthique et responsable, il n'y a aucune raison que vous ayez des problèmes à ce niveau-là. C'est souvent les gens qui essayent de faire les choses honnêtement qui ont justement ce genre de problème. Quelqu'un qui essaye d'être carré, ben forcément, on aura des traces de ce qu'il fait. Et s'il y a quelque chose qui va pas, ben forcément, tu peux te faire contrôler. Alors qu'un vrai scammer qui essaye de brouiller toutes les traces, ben forcément, lui, il n'a pas de contrôle parce que ben forcément, il y a des personnes qui vont gérer un business donc sous une autre identité où ils vont faire des choses, des petites magouilles et tout. Et donc eux, forcément, ils ne reçoivent pas de lettres ou de convocation. Donc c'est complètement normal. Donc si vous avez cette problématique-là, c'est normal, les gars. Donc ça veut dire que voilà, vous avez peut-être fait quelques erreurs, mais pas une trop grosse dinguerie. Répondez à tout calmement. C'est pour ça que moi, je vous ai toujours dit, faites les choses de manière carrée. Parce que demain, si vous avez un problème du fait que vous n'avez pas créé de société, vous n'avez pas fait les choses dans les règles comme j'explique, vous pouvez pas dire à la DGCCRF, oui, mais c'est ce youtubeur-là qui m'a dit ça. Bah, en fait, eux, ils s'en foutent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les gens qui ont profité, par exemple, de l'aide Covid. Il n'y a pas que l'influenceur qui a payé. Bah, tous ceux qui ont profité de ça, ils ont dû rembourser aussi. Donc ça fait que y en a, bah, forcément, ils ont dû se mettre dans la merde. Ils ont bénéficié de cet argent, peut-être qu'ils l'ont déjà dépensé. Et au final, l'État revient en disant, bah, l'argent, tu nous le dois. Et il y en a, je sais pas comment ils ont fait, mais ça a dû être chaud. Faites attention, les gars, n'écoutez pas quand même n'importe quel conseil. Faites les choses de manière carrée. Quand vous dites créer une société, faites-le. Que voilà, dans votre page produit, il faut qu'il y ait telle ou telle chose, que vous vérifiez bien votre produit avant de le lancer, etc. C'est pour des raisons concrètes. Et encore, parce qu'il y a des histoires que je peux même pas raconter sur YouTube, parce que là, ça rentre dans le domaine privé. Il y a eu des gens qui ont des histoires de fous à ce niveau-là, parce que vous n'avez pas fait les choses correctement. Donc l'idée, bien évidemment, c'est pas de faire peur, mais c'est de dire que faites les choses correctement et vous n'aurez pas de problème. Donc voilà, les gars, on a parlé à cœur ouvert. J'ai déjà dit pas mal de choses. Je me suis pas mal confessé. J'espère que vous me pardonnez. Non, j'ai pas voulu vendre des produits sur la religion. J'ai essayé. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a pas mal de valeurs. J'étais transparent. Je vous ai dit les choses. Et si vous kiffez justement ce genre de vidéo où je raconte vraiment mes anecdotes, donc mes pires anecdotes, je pense que je pourrais faire une partie 2 ou en tout cas plus de vidéos face cam où je parle tranquillement à ma communauté. Donc dites-moi quelle est l'anecdote la plus folle ou celle qui vous fait le plus peur. N'hésitez pas à réagir. Comme ça, je vois un petit peu vos commentaires. Et donc voilà, c'est tout pour moi, les gars. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.